John Leach, recherché depuis une semaine, ne faisait plus partie des personnes disparues. Est-ce un accident? Est-ce un meurtre? La dernière personne à l'avoir vu vivant, le seul à pouvoir répondre à cette question, un certain Louis Victor Ettinge, le rédacteur foudroyant. Dimanche 24 mars 1907, au nord du canal de l'Arizona. Après la macabre découverte, Louis avait disparu. Carl Hadden du comté de Maricopa entre dans la pièce. Il est venu interroger Madame Johnson. Louis a séjourné quelque temps chez Madame Johnson et lui a confié beaucoup de choses, notamment comment faire la différence entre une bonne et une mauvaise monnaie, et a admis qu'il avait en sa possession des billets qui ressemblaient à des authentiques. Madame Johnson en sait beaucoup à propos de Louis, qu'il utilise du chloral pour soulager ses douleurs dues à sa tuberculose, que sa tête est mise à prix pour 1 000 $, ce qui représente aujourd'hui plus d'1 million de dollars. La chose qu'elle ignore pour le moment, c'est qu'il deviendra dans quelques années le meilleur copywriter de son époque. Et Hollywood se payera ses services de storyteller. Louis a regardé la mort, la honte et l'échec dans les yeux, et il les a tous vaincus. Revenons quelques années plus tôt, en 1877, dans l'Ohio. À 56 ans, M. Ettinge donne cours dans le théâtre qu'il vient d'acquérir grâce à l'importante prime de l'État américain, prime obtenue pour le remercier de ses services dans l'armée. Toute la famille baigne dans l'industrie du divertissement. Toute la famille? Pas vraiment. Louis est trop timide pour monter sur les planches, même s'il aime voir son père dans les journaux accompagné du mot « formidable » ou « génie ». La plupart des éloges que reçoit Harry sont pour le rôle de Jim Penman qu'il interprète sur scène. Une pièce de théâtre très réaliste basée sur la carrière d'un faussaire. Louis regarde avec de grands yeux son père devenir Jim le truand tous les soirs. Il ne fait aucun doute pour Louis, tout ce qu'il peut obtenir, il le doit à ce personnage britannique joué par son père. Un jour, Ida, la mère de Louis, en lisant les nouvelles, fut choquée. Le journal du jour rapporte qu'une femme new-yorkaise s'appelant Elisa prétend être la femme de Harry. Mais comment une autre que moi pourrait être sa femme? On vient de se marier, se demande Ida. C'est moi ou elle? Harry n'eut pas le temps de répondre. Ida choisira de partir. Louis en était persuadé. Cette femme, cette fameuse Elisa, avait piégé son père pour obtenir l'argent qui faisait vivre sa famille. Après le divorce, il fallait faire un choix. Vivre avec son père, riche, ou vivre avec sa mère, pauvre. Avec son père, il pourrait continuer à profiter de sa liberté. Pas besoin d'aller à l'école, pas besoin de chercher un travail, mais il ne pouvait clairement pas laisser sa mère se débrouiller seule. Louis connaît la rue et ses règles. Il sait ce qui est réservé aux femmes seules. Difficile décision. Il décide de ne pas laisser tomber sa mère. Il part avec elle. Même s'il ne manqua pas d'amour, l'argent se faisait beaucoup plus rare. Sa mère, très cultivée, veut que Louis étudie pour trouver un travail. Mais Louis déteste qu'on lui dise quoi faire et surtout quand le faire. Et pour que tout le monde le sache bien, il se fait tatouer un coq sur l'avant-bras gauche. Sa mère a beaucoup de craintes vis-à-vis de son avenir et en tomba malade. Louis était le seul à pouvoir assurer. Il devait trouver de toute urgence un moyen de lui acheter des médicaments. Round one. Pour faire plaisir à sa mère et sur ses prières, il accepte de s'inscrire au collège Notre-Dame. Il découvre qu'il peut faire des affaires très lucratives dans l'école, comme lui avait enseigné ce personnage joué par son père, Jim Penman, avec ses faux billets. Jusqu'au jour où sa mère dut affronter les yeux froncés du directeur de l'établissement. Une terrible épreuve pour elle, son fils fut viré définitivement. Après ça, un peu perdu, sur les recommandations de son père, il rejoint la marine. Tout se passa bien au début,
car il réussit à se hisser à des postes de confiance et de responsabilité. Mais peu à peu, il devient une recrue parfaitement déplorable, capricieuse et ingérable. Il passa devant la cour martiale pour vol d'argent. Harry, le père de Louis, meurt en apprenant la nouvelle en 1902 alors que son fils avait 24 ans. Pour se défendre, il feindra l'aliénation mentale en utilisant la mort de son père. C'est à l'hôpital de Dayton, spécialisé dans les troubles psychologiques, qu'il finira sa course. Sans surprise, il connut bientôt une reprise remarquable. En sortant de l'hôpital, il continua à produire de faux billets et de faux chèques. Sa mère avait l'habitude de faire le tour du pays en essayant frénétiquement d'honorer les chèques frauduleux qu'il avait éparpillés dans son sillage. Mais cela ne suffira pas car il sera envoyé en prison pour 3 ans en 1903. À sa sortie, en 1906, Louis décide d'aller à l'autre bout du pays. Il part sur la côte ouest, en Arizona. Personne ne pleure son départ, personne ne l'attend à l'arrivée. Durant la traversée de l'Amérique en train, il fait le bilan de sa vie. Il réfléchit à ce qui pourrait être sa nouvelle vie. Il fait la rencontre de John Leach. Malgré sa lenteur de parole et sa timidité maladive, John impressionne beaucoup avec tout son savoir. Le chemin est long pour se rendre à Phoenix. Les deux hommes ont le temps de faire connaissance. Louis apprit que la famille de John vivait à Sheboygan, dans le Wisconsin, et que sa famille l'avait envoyé en Arizona avec toutes leurs économies pour qu'il puisse soigner son asthme. Leur amitié a pris rapidement, car les deux avaient le même problème de santé, des difficultés respiratoires. Louis, heureux d'arriver à Phoenix, avait bien étudié la ville. Il savait que les environs étaient bordés par plusieurs mines d'or, ce qui lui offrait une bonne opportunité pour sa nouvelle vie. Il est 10h ce dimanche 17 mars 1907. Louis avait réservé une surprise pour John, un pique-nique au nord du canal de l'Arizona. Vers 11h30 ce dimanche 17 mars, Louis se dirige seul vers le sud au volant de son buggy. Après s'être arrêté pour boire du lait, après avoir payé la location du buggy avec une abondante quantité d'or, il se rendit chez la propriétaire qui l'hébergeait, Louis et John. Il la supplia d'encaisser le chèque libellé et signé par John et lui tendit d'un air fébrile. Chaque fois que les gens lui demandaient où se trouvait son ami, il répondait avec une grande fébrilité « Johnny, il a pris un coup de soleil, il se repose ». L'inquiétude montait à Phoenix concernant la disparition de John. Puis soudain, en fin d'après-midi, Louis avait disparu de la ville. Le dimanche 24 mars 1907, John Leach ne faisait plus partie des personnes disparues. Le shérif observa longtemps le corps qui était dans un état pitoyable après avoir subi pendant une semaine l'intense soleil d'Arizona. Voici les notes prises par le shérif. La position des membres laisse penser que le corps a été jeté d'un véhicule. Le corps est dépouillé de tout objet de valeur. Il y a des traces de roues, de buggy à proximité. Un ensemble de empreintes de pas mène au cadavre. Quelques mètres plus loin, une bouteille vide d'hydrate de chloral. Juste à côté, une canette contenant du chloroforme. Sur l'épaule du défunt, un mouchoir brodé de la lettre E. Carl Eden, après une rapide étude, découvra que Louis avait un long casier judiciaire en tant que faussaire. Le shérif, de retour à la caserne, croise son supérieur. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que Louis a donné à John du coconut drop. Vous savez, cette drogue qui permet en quelques gouttes de provoquer la perte de conscience. Dilué dans du lait, ça aurait très bien pu passer inaperçu. Je pense qu'après l'avoir étourdi, Louis l'a jeté du véhicule. Ensuite, pour s'assurer que John soit bien inconscient, je pense que Louis a saturé son propre mouchoir de chloroforme et l'avait placé sur le visage de John, dit Carl. Vous pensez que Louis a volé tous les biens de John et l'a laissé mourir sur place ? Oui, c'est ce que je pense. Mais ça, ce n'est que mon avis, dit Carl. Les conclusions de Carl se répandirent rapidement dans la capitale de l'Arizona, ce qui la rendit profondément agité. Phoenix n'a jamais autant été ému, écrit le journal local. Il n'était probablement pas trop étourdi pour savoir qu'il était piégé et sur le point de mourir. Mais il était suffisamment impuissant pour ne pas pouvoir céder lui-même, écrit l'Arizona Gazette. Le républicain de l'Arizona, exprimant à peu près les mêmes sentiments, en consacrant un éditorial complet à propos de Louis titré « Louis
V. Ettinge, le meurtrier de John Leach. Un autre journal écrivait « Il n'y a pas de doute, le chat Louis sera jugé pour meurtre ». Si les autorités ne retrouvent pas Louis rapidement pour le mettre en prison, il est clair que c'est la population qui se chargera de se faire justice elle-même. Emma sentit que Louis était en danger de mort. Elle avait passé suffisamment de temps avec pour ne pas croire ce que disaient les journaux. En même temps, elle connaissait suffisamment bien les gens du coin pour comprendre qu'ils ne plaisantaient pas quand ils parlaient de se faire justice eux-mêmes. Pour s'assurer que les autorités l'attrapent vivant avant qu'il se fasse lyncher à mort par la population, elle donna au shérif de précieux indices pour le retrouver. Elle avait une amie à Los Angeles qui pouvait livrer aux enquêteurs des informations sur l'endroit où il se trouvait. Une lettre écrite par Louis allait les mettre sur la piste. I was walking down the street minding my own affairs, and two policemen grabbed me unawares. They said, "Is your name Henry?" I said, "Oh, why, sure." They say, "You the boy we've been looking for." Au moment de son arrestation à San Francisco, Louis avait considérablement augmenté la consommation de drogue, car ses poumons lui faisaient de plus en plus souffrir. Dans le train qui les menait à Phoenix, Louis regarda Carl dans les yeux. « J'y étais presque. J'aurais pu inonder cette ville de faux billets. J'étais à 2 doigts de me payer un voyage en Europe de l'Est. » « Alors, ça fait quoi d'attraper l'homme le plus recherché d'Amérique ? C'est quand même plus classe que de pincer les ivrognes, non ? Carl ne dit pas un mot. « Tu crois que c'est moi qui l'ai tué ?» Louis se vantait de son passé criminel et des profits qu'il avait réalisés en créant de faux billets, mais il niait avec fermeté le meurtre de son compagnon. Le 16 mai 1907, à Phoenix, en Arizona, un accusé, plus médiatisé que Louis, a rarement été amené à s'enregistrer dans ce tribunal. Tous les talents juridiques du territoire étaient là. Le procès comportait la crème de la crème. Le juge Albert Baker était un ancien de la Cour suprême du territoire. Son adjoint était tout simplement le fils du gouverneur ayant fait Harvard et accessoirement un ami personnel de Theodore Roosevelt. Même les jurés ont répondu présent avec soin et sérieux. Le procès lui-même ne manquera pas de figurer dans l'histoire judiciaire de l'Arizona comme cause célèbre. Débute alors un défilé de témoins prouvant que Louis avait bien acheté les mêmes produits chimiques qui avaient été découverts près du corps. John Koberg, propriétaire de l'Arizona Laundry Club, témoigne avoir été payé pour la location du buggy avec une impressionnante quantité d'or et garantit que les traces de roues autour du cadavre étaient bien celles du buggy qui avait été loué. La propriétaire qui leur avait loué le logement montra les preuves d'encaissement de chèques au nom de John. Les témoins mirent en lumière l'addiction au jeu de Louis qui l'avait amené à être fauché. Et ils n'oublièrent pas non plus de parler de sa fuite. La défense de Louis était compliquée. Très compliqué. Il admet toutes ces conneries, mais nie le meurtre. Louis explique qu'il avait gagné la montre de John après un pari. Voici d'après Louis ce qui s'est passé le dimanche 17 mars 1907. Il s'est mis à raconter à son compagnon ses origines, puis John est devenu hystérique. Il s'est mis en colère en sanglotant et s'est suicidé. Les avocats de Louis pour sa défense disent ceci. Si vous cherchez le meurtrier de John, pourquoi pas accuser son insuffisance cardiaque ? Pourquoi pas accuser la surdose d'hydrate de chloral ou de chloroforme, ou les deux, à la fois, dans le but de soulager une crise d'asthme? Louis et ses avocats n'avaient pas eu le temps de préparer leur défense. Les réponses fournies étaient donc incohérentes. Louis et ses avocats ont brièvement joué avec son ancienne esquive, la folie, mais l'ont rapidement abandonné. Un journaliste présent écrira ceci. L'étude du personnage fascine. À un moment, vous êtes convaincu que l'homme est dégénéré, fou. Et un autre, vous avez que de la pitié pour un homme accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Messieurs les jurés, avez-vous convenu d'un verdict ? Demanda le juge Albert. Nous l'avons, répondit Willis Graham. La salle d'audience était absolument muette. Nous, les jurés, jugeons le défenseur coupable, à une peine de prison à perpétuité.
Amené à l'hôpital pénitentiaire, scarifié par la honte et la souffrance de son passé misérable, tenant un mouchoir ensanglanté à ses lèvres blanchâtres, l'hémorragie lui brisait les poumons. Il se plaça devant le médecin de la prison. Le second verdict tomba. 2 mois au mieux. Le juge l'avait condamné à une peine à perpétuité. Le médecin avait réduit sa peine à 2 mois. Louis était sur le point de mourir de tuberculose. Pour survivre en prison, il devait compléter son alimentation. Même si le besoin d'argent pour satisfaire ses habitudes de jeu avait provoqué sa perte, aujourd'hui, c'est le même besoin d'argent qui devait lui permettre de survivre. Les produits laitiers dont Louis avait besoin pour rétablir sa santé étaient au tarif de la prison. Pour continuer à vivre, il fallait de l'argent, beaucoup d'argent, qu'il ne possédait pas. La nuit tombait, les moustiques sortaient. D'innombrables moustiques. C'est fini, se dit-il. Personne ne me comprend. Mes sentiments, mes espoirs, mes ambitions, mes aspirations les plus hautes, même mes peurs semblent être uniques. Je sais qu'il s'agit d'une illusion animale, mais de toute évidence, cette différence m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je suis juste différent. J'ai bien essayé de cacher cette différence. J'ai creusé de plus en plus loin dans le sable de ma propre existence. Mais aujourd'hui c'est fini, je le sais, je le sens. Je vais quitter ce monde qui ne m'aime pas. Et si tout ça pouvait être différent? Comment ça serait si c'était différent? Finalement, en quoi cela m'importe que le monde m'aime ou pas si je m'apprête à le quitter? Et si le désir d'être aimé était ce qui m'avait poussé à m'enfermer dans ma propre cellule mentale? C'est fou, 29 ans que je suis sur Terre et je n'avais jamais entrevu le problème de ce point de vue. Et si aujourd'hui, je sortais de ma propre répression? Au cours des prochaines minutes, pour la première fois de sa vie, il relevait la tête et éprouvait une ferme détermination de s'en sortir vivant. D'un coup, cette culpabilité intérieure d'avoir tout raté perdit son avantage. Il se mit à évaluer ses perspectives d'avenir. Comment se débarrasser de ces vampires qui viennent lui rendre visite tous les soirs? Comment faire pour obtenir une moustiquaire alors qu'il n'a même pas les moyens de s'acheter du lait? C'est à ce moment-là qu'il se souvient avoir vu des groupes de touristes faire de petits achats dans les kiosques à souvenirs à l'entrée de la prison. Ces drôles de touristes repartent avec des bandeaux, des boucles de ceinture, des brides de cuir qui étaient fabriquées par les détenus durant leur temps libre. Ces prisonniers pouvaient fabriquer des bibelots et les vendre aux visiteurs afin d'avoir de quoi améliorer leur confort. Il se dit, ça serait vraiment bien si je pouvais moi aussi fabriquer des bibelots pour me faire un peu d'argent. Mais il ne pouvait pas profiter de cette opportunité car il était isolé pour ne pas contaminer les autres prisonniers. Ce qui le poussa à réfléchir. Si ces nouveautés artisanales attiraient des acheteurs à l'intérieur des murs de cette prison, pourquoi limiter ces achats aux murs de cet établissement? Pourquoi ne pas également les vendre par le biais de commerces de détail à l'extérieur? Comment faire pour élargir le marché? Il découpa les noms de 2 marchands de bibelots dans les pages publicitaires d'un magazine. Il leur écrivit pour leur proposer de les fournir en crin de cheval, bagues à chapeau et bracelets de montre. Des produits que pourraient fabriquer les autres prisonniers et Louis prendrait une commission sur les ventes. Ces derniers jours étaient pénibles. L'attente d'une réponse était longue. Et là, il reçoit un courrier avec un chèque à son nom. Un vrai chèque, payé en avance, avec un mot de remerciement. Louis était enfin débarrassé des moustiques. Il continua à écrire à d'autres clients potentiels dans les régions du Texas, de la Californie et du Nouveau-Mexique. En moins d'1 mois, il avait convaincu une douzaine de revendeurs. Ses efforts ont été si fructueux qu'il a été en mesure d'acheter des éléments essentiels dont il avait besoin pour améliorer sa santé et son confort. Pour les convaincre, sa situation exigeait qu'il obtienne la confiance la plus complète de ses clients. Il remarqua que dire la vérité à propos de sa situation permettait d'obtenir cette confiance. La chose la plus étrange pour cet ancien faussaire escroc, c'est qu'il a découvert que non seulement dire la vérité payait plus, mais qu'il adorait ça. Il éprouvait un enthousiasme extrême à gagner de l'argent en étant
honnête. Le même genre d'enthousiasme qu'il avait éprouvé lors de sa première escroquerie à 24 ans. Son entreprise renforçait sa force physique. Il semblait avoir une toute nouvelle colonne vertébrale. Sa toux persistante avait disparu. C'était certain, il n'allait plus mourir. Il était sorti de sa prison mentale. À partir d'aujourd'hui, il savait qu'il était en sécurité. Comment un si dangereux personnage, aux yeux de la population, a-t-il réussi à sortir de prison sous leurs applaudissements? Quel argument a-t-il utilisé pour convaincre? Comment son pire ennemi a même été convaincu par cet argument? Comment a-t-il utilisé ses nouveaux talents pour devenir le meilleur vendeur de sa génération? Quelle technique de persuasion a-t-il utilisé pour en venir à collaborer avec Hollywood? Toutes ces réponses se trouvent dans la seconde partie de l'histoire. Cliquez en description ou sur le lien qui vient d'apparaître pour connaître la suite.